Elle a perdu son fils à cause d'un médecin, et c'est lui qu'elle a dû soigner en urgence. Le service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, était en ébullition. Les portes automatiques s'ouvraient et se refermaient sans cesse, vomissant des brancards, des cris, des médecins au pas pressés. Parmi eux, Aïssata Diallo, infirmière depuis 12 ans, avançait avec cette calme assurance que seule la douleur apprivoisée pouvait donner. Sous sa blouse blanche, elle cachait une fatigue invisible, celle d'une femme qui avait trop pleuré pour un seul cœur. Salle 3, accident de la route, homme d'une cinquantaine d'années, polytraumatisé, cria un interne. Aïssata attrapa les gants, ajusta son masque et entra sans savoir que cette pièce allait rouvrir la cicatrice qu'elle pensait refermer. Sur le brancard, un homme pâle, inconscient, le visage à moitié dissimulé sous l'oxygène. Le chirurgien urgentiste dictait des ordres à la volée. Tension en chute libre. On prépare la transfusion. On doit stabiliser avant le scanner. Aïssata s'approcha pour poser la perfusion. Ses mains tremblaient, phénomène rare chez elle. Elle leva les yeux vers la feuille d'admission. Non, docteur Éric Morel. Elle sentit un frisson parcourir tout son corps. Ce nom, impossible à oublier. Les bruits autour d'elle s'effacèrent, remplacés par le souvenir d'une salle d'attente aux murs blancs, d'un médecin qui lui avait dit d'une voix froide « Nous avons tout essayé, Madame Diallo. Votre fils n'a pas survécu à la complication post-opératoire. » Ce médecin, c'était lui, l'homme sur le brancard, le chirurgien qui, 10 ans plus tôt, avait tué son petit garçon par négligence. Elle se souvenait de chaque détail. Le regard fuyant, les excuses mécaniques, la façon dont il avait signé le rapport médical sans jamais la regarder dans les yeux. Une autre infirmière entra. « Aïssata, tu peux prendre la perf ?» Elle hocha la tête mécaniquement. Les gestes revinrent, précis, automatiques. Mais dans son esprit, tout se brouillait. L'homme devant elle respirait avec peine. Et pour la première fois de sa carrière, elle ne savait pas si elle voulait sauver une vie ou laisser la mort faire son travail. Elle ferma les yeux un instant. Son fils, Amadou, lui apparut dans ce souvenir brûlant. Un garçon rieur, 9 ans, qui rêvait d'être pilote. « Maman, quand je serai grand, je t'achèterai une maison où tu n'auras plus jamais à pleurer. » Elle rouvrit les yeux. L'homme sur le lit gémit, inconscient. Le chirurgien responsable de cette promesse brisée. « Pression à 8 !» cria un interne. « On perd le patient. On prépare l'adrénaline !» répondit-elle d'une voix ferme. Sa main saisit la seringue. Ses gestes étaient maîtrisés, rapides, parfaits. Elle injecta, observa le moniteur, sentit le cœur repartir faiblement. Une autre voix. « Bravo, Aïssata, on l'a récupéré !» Elle ne répondit pas. Son regard resta fixé sur le visage de l'homme. Une larme roula derrière son masque. Pas de tristesse, pas de soulagement. Juste cette étrange paix glaciale qu'on ressent quand la vie vous rend une revanche que vous n'attendiez plus. Les jours suivants, le nom docteur Éric Morel se retrouva chaque matin sur la feuille de suivi des soins. Il avait survécu à l'opération, mais restait sous surveillance constante. Fracture du bassin, traumatisme crânien, plusieurs côtes cassées. Et, ironie cruelle du sort, c'était Aïssata qu'on avait assignée à sa chambre. Elle ne protesta pas. Elle se contenta d'un simple « d'accord » et referma la porte du poste infirmier, les poings serrés dans les poches de sa blouse. Dans le miroir du vestiaire, son visage paraissait plus vieux. Ses yeux avaient pas la couleur du silence. Les gens disaient bien souvent « le temps guérit tout ». Mais pour elle, le temps n'avait rien guéri. Il avait juste appris à la douleur à se tenir droite. La première fois qu'il la reconnut, il la fixa longuement, sans comprendre. Il avait les traits tirés, la voix brisée, la mémoire encore floue. « On se connaît, non ?» demanda-t-il faiblement. « Non, docteur, » répondit-elle calmement. « Reposez-vous. » Mais au fond d'elle, un autre dialogue se déroulait. « Oui, on se connaît. Tu étais le dernier visage que j'ai vu avant que mon fils meure. » Elle changeait ses pansements, prenait sa tension, ajustait le cathéter. Chaque geste, chaque contact était un duel silencieux entre devoir et vengeance.
Elle le soignait comme elle aurait soigné n'importe quel patient. Mais chaque injection, chaque perfusion était un rappel cruel. C'était elle qui décidait, maintenant. C'était elle qui avait le pouvoir. Les médecins parlaient de lui comme d'un héros. Un chirurgien réputé, un homme de science, victime d'un accident tragique. Personne ne savait. Personne ne se souvenait de l'autre tragédie, celle d'une femme noire du 18e arrondissement, dont le fils était mort sous son scalpel. Le soir, en rentrant chez elle, Aïssata retrouvait la même photo sur la commode. Amadou, son petit garçon, un ballon à la main. Elle passait ses doigts sur le cadre, murmura « Il est là, mon fils. Il est là et c'est moi qui veille sur lui maintenant. » Ses collègues remarquaient son étrange calme. « T'es plus silencieuse que d'habitude, Aïssata. Tout va bien ?» « Oui, répondit-elle. C'est juste un patient comme les autres. » Mais elle savait que c'était faux. Rien n'était comme les autres. Une nuit, alors qu'elle faisait sa ronde, elle entra dans sa chambre. Il dormait, relié à ses perfusions, le visage paisible. Elle resta debout plusieurs minutes, le fixant. Sa main trembla sur le chariot. Une simple erreur, une mauvaise dose, et tout s'arrêterait. Un geste, et justice serait rendue. Mais non, la justice qu'elle voulait ne se mesurait pas en mort. Elle voulait qu'il se souvienne, qu'il voie son visage et comprenne, qu'il ressente ce qu'elle avait ressenti. L'impuissance. Le lendemain, il lui demanda son prénom. Aïssata. Il eut un léger sourire. C'est joli. Vous travaillez ici depuis longtemps? Elle le regarda droit dans les yeux. 12 ans. Il fronça les sourcils, comme si quelque chose le dérangeait. 12 ans. L'année où il avait perdu son poste de chirurgien, suspendu après un scandale qu'il croyait oublié. Son regard à elle ne trembla pas. Mais à l'intérieur, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Le 5e jour, Aïssata entra dans la chambre avec une démarche lente, méthodique. Les rideaux étaient entr'ouverts, laissant filtrer un rayon de soleil pâle sur les draps blancs. Éric Morel, éveillé, la suivit du regard. Il semblait plus lucide, mais aussi plus inquiet, comme si quelque chose lui échappait. « Vous êtes toujours de garde pour moi ?» demanda-t-il. « On dirait bien, répondit-elle. Vous êtes entre de bonnes mains. » Il esquissa un sourire fatigué. « J'en doute pas. Vous avez une voix rassurante. On sent une force tranquille. » Elle haussa les épaules. « La force, docteur, c'est souvent ce qu'il reste quand on n'a plus rien. » Il la fixa, intrigué. « Vous avez perdu quelqu'un ?» Ses yeux se posèrent sur la seringue dans sa main, puis sur la fenêtre. « Oui, murmura-t-elle. Un petit garçon à l'hôpital, il y a 10 ans. » Il se figea. Un long silence tomba dans la pièce. Elle injecta calmement le médicament, sans croiser son regard. « Vous savez, continua-t-elle d'une voix posée, on ne guérit pas de ce genre de choses. On apprend juste à respirer avec la douleur. » Le cœur d'Éric battait plus vite. Un souvenir lointain remonta à la surface. Une opération banale, un enfant de 9 ans. Un problème d'anesthésie, une hémorragie imprévue. Et la mère. Une femme à la peau sombre, les yeux rouges, debout dans le couloir, hurlant son nom. « Docteur Morel, vous m'aviez dit qu'il allait bien !» Son souffle se coupa. « Non, non, ce n'est pas possible, balbutia-t-il. Aïssata se retourna enfin vers lui. Son regard n'avait plus rien de celui d'une infirmière. C'était celui d'une mère. « Vous vous souvenez maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Les mots mouraient dans sa gorge, étranglés par la honte. « C'était vous, murmura-t-il. « Oui. Moi. Et lui, c'était Amadou, mon fils. » Les moniteurs bipèrent lentement, marquant chaque battement de ce silence lourd. « Je suis désolé, » dit-il enfin, la voix tremblante. « C'était une erreur, une complication imprévisible. J'ai tout essayé. »« Tout essayé ?» répéta-t-elle amèrement. Elle s'approcha du lit, posa la main sur la perfusion. « Vous aviez oublié de vérifier la valve, docteur. Ce n'était pas une fatalité. C'était une négligence. Et pour ça, j'ai enterré mon enfant. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Les souvenirs l'écrasaient.
L'audit médical, la suspension, la presse, sa fuite à l'étranger pendant des années. Et maintenant, cette femme, revenue comme une sentence. Elle continua, sans élever la voix. J'ai voulu vous haïr, Eric, pendant longtemps. Mais la haine, ça ne soigne pas. Alors, j'ai choisi un autre remède. Apprendre à sauver des vies. Elle désigna le cathéter, la perfusion, ses mains gantées. Même la vôtre. Il ferma les yeux. Des larmes roulèrent sur ses joues. Je ne mérite pas ça. Non, en effet. Mais moi, j'en ai besoin. Elle prit le dossier médical, nota les constantes, puis ajouta calmement. Vous survivrez. C'est la moindre des choses. Vous vivrez avec ce que vous avez fait. Et moi, je vivrai en sachant que j'ai choisi la vie, là où vous aviez donné la mort. Elle s'éloigna, laissant derrière elle une chambre noyée dans le silence. Il resta seul, brisé, regardant la porte se refermer, comprenant que ce n'était pas la vengeance qu'elle venait chercher. C'était la paix, mais pas pour lui. 2 semaines plus tard, le docteur Éric Morel fut autorisé à quitter l'hôpital. Il marchait encore difficilement, appuyé sur une canne, mais son corps guérissait mieux que son âme. Dans les couloirs, les infirmiers le saluaient poliment. Il répondait d'un signe de tête, toujours avec ce même regard vide, celui d'un homme qui portait une condamnation invisible. Aïssata, elle, ne dit pas au revoir. Elle avait refusé de signer les papiers de sortie, prétextant un autre service. Mais quand il franchit la porte, un courrier l'attendait déjà dans sa boîte, laissé à l'accueil du service de soins intensifs. Un simple papier plié en deux, sans signature apparente. Elle l'ouvrit en silence. L'écriture était tremblante, presque illisible. Madame Diallo, je n'ai pas dormi depuis le jour où j'ai reconnu votre regard. Il y a 10 ans, j'ai détruit 2 vies, celle de votre fils et la mienne. Je n'ai jamais cherché à me pardonner, seulement à oublier. Et vous m'avez empêché de le faire. Vous m'avez rappelé que la justice ne se rend pas dans les tribunaux, mais dans le cœur de ceux qu'on a brisés. Je ne vous demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais sachez que si je vis encore, c'est parce que vous m'avez sauvé. Et je vivrai désormais pour réparer, d'une manière ou d'une autre, le mal que j'ai fait. Éric Morel. Elle replia la lettre, la rangea dans sa poche et sortit dans la cour arrière. Le vent d'avril caressait les branches du vieux tilleul. Elle prit le bus jusqu'au cimetière de Montparnasse, son lieu de paix depuis 10 ans. Là, sous une dalle modeste de pierre blanche, reposait Amadou Diallo, son fils, celui qui rêvait d'être pilote. Aïssata s'agenouilla, déposa sur la tombe une rose blanche et une boîte en plastique contenant une simple seringue vide. « Tu vois, mon fils, dit-elle doucement, c'est avec ça que j'ai choisi de ne pas me venger. » Le soleil se couchait lentement derrière les nuages. Elle sortit la lettre du médecin, la lut à voix basse, puis la brûla au briquet. La flamme consuma les mots jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un peu de cendre qu'elle dispersa sur la terre. « Je ne lui pardonne pas, murmura-t-elle, mais je ne veux plus qu'il vive en moi. » Elle resta un moment, immobile, puis se leva, légère pour la première fois depuis des années. Derrière elle, le vent se leva, emportant la dernière trace de la lettre. Quelques semaines plus tard, une note anonyme fut glissée dans la boîte aux lettres du service pédiatrique de l'hôpital Saint-Antoine. Un don de 50 000 € destiné à la création d'un fonds pour les enfants malades, signé simplement pour Amadou. Aïssata comprit aussitôt. Elle ne sourit pas. Mais dans ses yeux, il y avait une lumière nouvelle, celle d'une femme qui a vu la mort, la haine, la justice, et qui a choisi la vie malgré tout. Parfois, la justice ne se prononce pas avec des mots, ni même avec des verdicts. Elle se prononce dans le silence d'un cœur qui refuse de devenir ce qu'il déteste. Aïssata n'a pas pardonné, mais elle a refusé que la haine décide à sa place. Et c'est peut-être ça, le vrai courage. Sauvez ceux qui ont détruit votre monde, pour ne pas laisser la douleur vous détruire à votre tour. Si cette histoire t'a bouleversé, souviens-toi. Chaque jour, derrière les gestes ordinaires, se cachent des choix extraordinaires. Abonne-toi à Histories de Dim, like,
partage cette vidéo et laisse un commentaire pour ceux qui ont choisi la compassion plutôt que la vengeance. Parce qu'au fond, c'est ça, notre vraie humanité.